plus, à mesure que passent les jours et les semaines. Et je me suis dit, beaucoup de gens parlent de la guerre, et personne ne parle de la paix, parce que c'est une notion extrêmement difficile, vague, voire inexistante, parce que la paix, c'est rien. La paix, il ne se passe rien. Donc comment parler de la paix? D'autant plus que je suis un auteur dramatique, et que dans ce qui est notre domaine de la fiction, c'est toujours le conflit qui prédomine. Il faut toujours qu'il y ait une lutte, un conflit, une guerre, une opposition pour qu'il y ait une histoire. Donc la paix, pour nous, c'est un peu kitsch, un peu ennuyeux, un peu vide. Donc ça me paraissait très difficile d'en parler. Et c'est peut-être pour ça, le défi de la difficulté. La deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, il y a la guerre et la paix. En principe, quand nous sommes en guerre, nous ne sommes pas en paix, et quand nous sommes en paix, nous ne faisons pas la guerre. Or, en ce moment même, pour nous tous, nous sommes en paix. C'est-à-dire, je suis venu tranquillement ce matin, j'ai pris un taxi, Odile m'a reçu sans armes, je suis venu et je repartirai tranquillement. Et pourtant, nos gouvernements nous disent nous sommes en guerre. Donc nous sommes à la fois en paix et en guerre. C'est ce qui m'a d'abord intrigué, ça depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est cet état étrange d'être en même temps vivant en paix et d'être en même temps en guerre? Donc le livre est parti de cette notion, et je me suis dit, je vais un peu réfléchir à l'aide d'exemples. J'ai une formation d'historien, comme vous savez peut-être, sur cette notion de paix. Voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre parce qu'il s'y passe beaucoup de choses malgré l'apparence vide de la paix. Mais je me suis dit deux choses. D'abord, comme me le disent les humoristes, la paix est dangereuse parce qu'en général, elle conduit à une guerre. Donc il faut se méfier de la paix, tandis que la guerre, au contraire, conduit à la paix, et que donc... vous verrez dans le livre un nombre incroyable de citations, mais de très grands auteurs, des fois, de Renan, de Taine, de Proudhon, en faveur de la guerre. C'est-à-dire, la guerre est indispensable, elle est divine, elle développe ce qu'il a de meilleur en nous, tandis que la paix est dangereuse. Et ça, beaucoup d'auteurs l'ont dit. Il y a même un auteur qui est allé jusqu'à, je ne sais pas d'où il tire ces chiffres, jusqu'à expliquer que la mortalité est plus élevée en temps de paix qu'en temps de guerre. Donc nous devons nous méfier de la paix. C'est extraordinaire. Il y a un texte hallucinant de Proudhon, mais vraiment, on croit rêver en le lisant, disant que la guerre développe ce qu'il y a de meilleur en nous, nos meilleures facultés, capacités de courage, d'innovation, quelle est d'essence divine, dit Joseph de Maistre. Donc nous devons adorer la guerre et nous méfier de la paix. En partant de ce paradoxe, le livre se développe d'une manière que je ne vais pas vous raconter, mais avec plusieurs exemples quand même assez précis. D'abord, et qui peuvent s'appliquer à notre situation aujourd'hui. D'abord, j'ai beaucoup étudié autrefois la Pax Romana, la fameuse paix romaine, qui a été la plus longue période de paix que nous ayons connue sur notre territoire. Elle a duré 4 siècles. Cette paix romaine était extraordinaire parce qu'elle soumettait à la paix un immense empire qui entourait toute la Méditerranée. Et en particulier sous le règne d'un illustre inconnu, mais qui est mon empereur romain favori, qui s'appelle Antonin le Pieux, au IIe siècle, le Pieux au sens de la religion romaine, qui a connu 23 ans de règne sans la moindre révolte depuis l'Écosse, pensez au Brexit, depuis l'Écosse jusqu'à la Syrie. C'était une période extraordinaire. Comment ont-ils fait? Donc cette paix romaine, de laquelle nous sommes tous plus ou moins nostalgiques aujourd'hui, je crois, j'en parle assez longuement, j'essaie d'en voir les qualités, les défauts, les difficultés. Il y a eu, par exemple, au IIe siècle de notre ère, une dame française, une veuve riche d'Aquitaine, qui est partie un jour en voyage de tourisme, avec 2 ou 3 voitures tirées par des chevaux, des domestiques bien sûr, elle avait les moyens, qui est partie d'Aquitaine, qui a fait le sud de la France, qui est allée à Rome, de Rome est passée en Grèce,
est allé en Turquie, a fait les lieux saints, a fait les pyramides d'Égypte, est revenue par Timgad, de l'Afrique du Nord, a traversé Gibraltar, est rentrée chez elle. Tout cela sans la moindre paperasse. Parce que si on était citoyen romain, et Saint Paul en a beaucoup usé, on pouvait voyager partout sans la moindre difficulté. C'était le monde de Schengen à cette époque-là. Alors j'ai étudié ça d'un côté comme exemple de paix, et de l'autre côté, une paix que j'ai malheureusement bien connue et vécue de près, qui est la fameuse paix des Braves en Algérie, de laquelle on a peu parlé. Parce que cette paix, qui a été à l'origine d'un des plus grands malentendus de l'histoire contemporaine, puisque le fameux « je vous ai compris » de De Gaulle, qui a été suivi quelques mois après de l'autodétermination, qui a été un mot qui a glacé tout le monde. Moi j'étais en Algérie à ce moment-là, il y avait des bagarres constantes et quotidiennes. Pour le premier cas de la paix romaine, j'ai constaté, j'ai essayé de dire pourquoi, que au moment où le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, à la fin du IVe siècle de notre ère, 380, l'édit de Théodose. Tout à coup, il devient impossible d'exercer les religions, la diversité des religions anciennes. Tout le monde doit être chrétien, sous peine de mort. Hein. Donc on est déjà dans une attitude pré-Daesh, si j'ose dire, mais venant du pouvoir impérial. À cette date-là, fin du IVe siècle, correspond au vrai début de la décadence romaine. C'est-à-dire qu'au moment où on supprime la diversité, on entre dans la décadence. Et ça, c'est une leçon d'histoire que nous devons peut-être retenir. Si on essaie d'uniformiser des territoires réunis sous la même autorité, on est perdant automatiquement. Cette unification ne peut pas marcher, n'a jamais marché dans l'histoire, pas plus hier qu'aujourd'hui. L'exemple de Rome à ce moment-là est très troublant, parce que c'est vraiment à 10 ans près, la même période exactement, où l'Empire s'unifie religieusement par la force et se décompose matériellement en divers États qui vont pas cesser de se battre pendant tout le Moyen-Âge. Donc ce n'est qu'un exemple que je donne, il y en a chaque chapitre, vous savez, de ce genre, mais celui-ci m'a paru particulièrement clair à l'époque du Brexit. Oui, c'est particulièrement clair au moment où certains veulent revenir à des cas isolés, locaux, qui ne peuvent conduire qui n'ont conduit jusqu'à maintenant dans l'histoire qu'à une décadence générale, qu'à un déclin généralisé. Donc ça, c'est un peu l'actualité, je dirais, d'un texte sur la paix. Quant à la paix des Braves, on ne parlait que de celle-là, elle a été, au début, vous le savez, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais moi j'y ai participé de près, puisque j'étais sergent en Algérie, mobilisé. L'arrivée de De Gaulle au pouvoir, qui était demandée par les Pieds Noirs et par tout ce qu'il y avait de plus conservateur en Algérie à ce moment-là, au début l'arrivée de Gaulle a été reçue comme un miracle, comme quelque chose de prodigieusement favorable. Et puis, petit à petit, on a vu que d'un côté, la pensée de Gaulle et de son entourage évoluait par la force des choses, hein, et que de l'autre côté, l'animosité croissait sans cesse contre les décisions de plus en plus raisonnables du pouvoir. C'est ça qui est tout à fait étonnant, et qu'on en est venu à des barricades, à des guerres, à des morts, enfin, et presque à une intervention de l'armée française en France. On était en Algérie, on a quand même le fameux discours de De Gaulle, vous savez, hélas, le 4 ans de généraux à la retraite. C'était quand même extraordinaire dans l'histoire que des soldats mobilisés reçoivent l'ordre du président de la République de désobéir à nos chefs locaux. Recevoir l'ordre de désobéir, c'est quand même, il faut le faire. Et on était tout à fait étonnés, surpris de ça. J'en parle longuement d'ailleurs par la suite avec nos anciens adversaires. J'ai fait un livre et puis un film qui a été tourné en Algérie, etc. Je parle de tout cela aussi. Et puis, je fais remarquer que si faisons un peu d'histoire-fiction, si l'extrême droite avait gagné à l'époque, et si l'Algérie était restée française, l'Algérie avait à l'époque 10 millions d'habitants, dont 1 million de Pieds-Noirs et 9 millions d'Algériens.
Aujourd'hui, cette population de 10 millions est passée à 35 ou 40. Donc, si la France était liée à l'Algérie aujourd'hui, nous serions un pays à large majorité musulmane. Donc qu'est-ce que ça entraînerait comme conséquence? Peut-être une mosquée à la place du Sacré-Cœur. Il faut se poser la question de en faire de l'histoire-fiction est toujours intéressant dans ces limites-là. Alors, voilà, Très très riche, c'est oui, éblouissant. Très grand livre. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on pourrait... Une actualité brûlante, et qui c'est pas un essai L'actualité est malheureusement souvent brûlante. C'est un monument d'histoire, de littérature, et qui nous donne des idées claires sur un sujet extrêmement complexe. Avec quelques histoires drôles aussi venant d'autres pays, puisque je suis marié à Nahal Sajjadot, qui est une romancière iranienne, d'origine iranienne, qui publie d'ailleurs un livre à la rentrée, donc je vais souvent en Iran, en Inde aussi, vous le savez, très souvent, et je raconte quelques histoires justement pour les temps de paix qui concernent ces pays qui sont absolument tout à fait intéressants. Je ne dis pas qu'il faut préférer la guerre à la paix, mais si le monde était parfait, parce que je parle de la paix bien entendu entre les nations, de la paix chez soi, entre les familles, de la paix intérieure, qui selon le Bouddha est la seule à laquelle nous puissions prétendre. Essayer de chercher la paix à l'extérieur de soi est une illusion, a dit le Bouddha, et c'est une parole très profonde que nous pouvons tous les jours presque expérimenter. Moi. Donc, si le monde était parfaitement en paix, il ne me resterait plus qu'à plier boutique, parce que comme auteur de fiction, j'ai absolument besoin de querelles, de guerres, de conflits, ne serait-ce que local, voire familial. Hein, la paix des ménages, hein, c'est pour nous un cauchemar, parce que si tous les ménages étaient en paix, de quoi parlerions-nous? Enfin, il y a une histoire que j'adore, vous la connaissez sans doute, de ce couple qui a 98 et 96 ans, et qui vont chez le notaire pour divorcer. Et le notaire leur dit, mais vous voulez divorcer? Oui, voilà. Mais pourquoi avoir attendu si tard? On a voulu attendre que les enfants soient morts. On ne pas la faire de la peine. Voilà, ça s'appelle Propos sur la paix. Et c'est une série de assez courts chapitres. Les chapitres vont de quelquefois de 4-5 pages à une vingtaine de pages. Et ça ne prétend pas une thèse sur la paix, mais un certain nombre d'aspects comme ça. C'est très bien écrit. C'est écrit pas comme un roman, mais c'est un éblouissement, un jaillissement de mots. C'est un talent exceptionnel. Merci beaucoup. Bien sûr. On va essayer de vous tirer un chapitre pour déjà vous... Voilà. Vous imprégner cette paix intérieure-extérieure. Ouais, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Il ne me reste qu'à vous dire, mes chers frères et sœurs, allez en paix. Est-ce que vous avez des questions sur la paix? Mais encore une fois, l'actualité m'a imposé ce sujet. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça vous convainc, c'est notre destin est entre vos mains. Merci beaucoup. Le destin de la paix, le destin de la paix. Et le nôtre. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci beaucoup.